mais ça je pense que le média est relativement connu. Et puis Lara fera de même. Ça va très bien ensemble, je pense, le sujet du média, dit média alternatif, de la liberté d'expression et de la Russie, puisque justement ce que l'on entend dans les médias classiques sur la Russie relève d'un narratif qui n'a souvent rien à voir avec ce que les médias dits alternatifs, médias indépendants, ça dépend, on peut employer toutes ces expressions, eh bien, est sans rapport, ce qui ne veut pas dire que si vous êtes média alternatif, vous êtes nécessairement russophile, même si c'est souvent le cas, on peut le reconnaître. Alors, moi, Nicolas Stocker, je suis journaliste, animateur d'un média aujourd'hui depuis à peu près 1 an et demi qui s'appelle Géopolitique Profonde TV, GPTV. On peut applaudir GPTV, voilà. C'est un média qui existe depuis plusieurs années mais qui a pris de l'ampleur. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui produit des émissions. Alors j'anime la matinale, des émissions le midi, et puis il y a les émissions le soir. Nous sommes 4 animateurs, 2 principaux, dont évidemment celui que beaucoup connaissent, voilà, qui est Mike Borowski. Donc 1 an et demi seulement, c'est pas si vieux que ça. D'ailleurs une personne là tout à l'heure me disait mais ça fait pas très longtemps que vous êtes sur les réseaux. Moi j'ai été une douzaine d'années, ça fait à peu près 12 ans que je suis sur Radio Courtoisie, donc ce qu'on appelle un patron d'émission, c'est pas un animateur. L'ancien patron de Radio Courtoisie disait toujours vous n'êtes pas un animateur, vous n'êtes pas un présentateur, vous êtes un patron d'émission. C'est-à-dire qu'on produit nos émissions, notre contenu, nous sommes indépendants et nous assumons dans le cadre de l'absence de ligne éditoriale. Ça, c'est un point important, je dirais, du média normalement alternatif. C'est que lorsqu'on me dit « mais votre ligne éditoriale », je dis « non, on n'a pas de ligne éditoriale ». C'est ce qui diffère justement souvent du média traditionnel, des médias alternatifs. Ça explique d'ailleurs qu'il peut y avoir une proximité entre ceux qu'on appelle les journalistes et ceux qu'on appelle les influenceurs. Parce qu'un influenceur, eh bien, il s'exprime pour lui, il va tenter d'influencer l'opinion. Il n'est pas à proprement parler un journaliste parce qu'il assume, je dirais, des convictions qui sont les siennes et qu'il exprime et qu'il développe. Là où un journaliste, même si tout ça est très subjectif, assume lui-même de toute façon un journaliste une forme de convictions qui sont les siennes et qui ne sont pas celles de tout le monde et qui sont celles de son média. Donc 15 ans sur Radio Courtoisie, c'est dans le grand mouvement, et c'était avant le développement évidemment de l'Internet et de YouTube, c'était les fameuses radios libres, les années 80, ce qui explique d'ailleurs que les émissions que je produisais et que j'animais étaient des libres journaux de l'indépendance, d'une multitude de livres journaux. J'étais dans une tendance, puisque pourquoi est-ce que j'ai atterri sur Radio Courtoisie? Parce que j'étais quelqu'un qui avait un engagement politique gaulliste et souverainiste depuis mon plus jeune âge. J'ai fondé par exemple le Rassemblement pour la France, RPF, en 1992, puisque j'étais hostile au traité de Maastricht. Et en 1999, vous le savez, Charles Pasqua et Philippe de Villiers ont repris ce RPF, ces 3 lettres d'or, qui s'appelait Rassemblement du peuple français, évidemment, au sortir de la guerre avec le général de Gaulle. Nous avons joué sur les mots et nous avons appelé ça RPF, Rassemblement pour la France. Donc voilà, et il y a donc 1 an et demi, j'ai fait le grand saut, la bascule, c'est-à-dire que de bénévole, éclairé mais bénévole néanmoins, eh bien je me suis professionnalisé au travers cette proposition qui m'a été faite par les dirigeants de GPTV de faire de moi l'un de leurs 2 animateurs, vedettes si j'ose dire. Ce qui explique donc pourquoi du lundi au vendredi j'anime pendant plus de 3 heures cette matinale, qui est une des émissions principales avec les plateaux de Mike Borowski le soir sur GPTV. Alors, maintenant que ceci est dit, le sujet à traiter, je le distingue en 3 points: médias, liberté d'expression et médias alternatifs. Donc je pense que
pour débuter cette conférence, le point important, alors on peut discuter, hein, est-ce que le mot alternatif, alter, convient, est-ce que le mot indépendant ne conviendrait pas mieux? Je pense pas, parce que derrière indépendant, alors indépendant de qui, indépendant de quoi? Je pense que alternatif convient bien, parce que en effet, nous n'avons strictement rien à voir avec les médias classiques. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un média, en fait? Parce que le média, on appelle média un peu tout et n'importe quoi. Un média, qui dit média, dit médium, dit médiateur, dit un intermédiaire. Donc dans la notion de média, vous avez un intermédiaire. Mais un intermédiaire entre quoi et quoi? Parce que ce n'est pas un média, ne se réduit pas à un exercice de communication, ce n'est pas uniquement le média, eh bien un locuteur et puis un récepteur. Ce n'est pas que cela. Un média, il est intermédiaire entre quoi et quoi? Est-ce qu'il est intermédiaire entre une institution et une collectivité, un collectif? À ce moment-là, c'est pas vraiment un média. Ça encore une fois, c'est un exercice de communication. D'ailleurs, on peut dire que globalement, 90-95% des médias traditionnels sont des communicants du gouvernement et de la position du président de la République et de son gouvernement. C'est à peu près devenu cela. Donc évidemment, ça va poser la question de l'inscription de la liberté d'expression dans le média, qui se réduit à rien, évidemment, s'il n'y a pas possibilité d'inscrire son expression, sa libre expression, sa subjectivité dans le média. Alors, moi, j'ai cette vision du média, je vois le média comme un point essentiel et pourquoi d'ailleurs c'est si important, le sujet des médias. On pourrait se dire, regardez, pendant le Covid, est-ce que c'est un commerce essentiel? Peut-être pas, mais en tout cas, les médias, non, se sont jamais interrompus. S'il y a quelque chose qui ne s'est jamais interrompu pendant le Covid, on a fermé pratiquement tout. On n'a pas fermé les télés, on n'a pas fermé les radios. Hein. On n'a ni fermé les caméras, ni les micros. Preuve que c'est quelque chose qui serait essentiel dans les collectivités humaines, les médias. Et oui, parce que l'homme est, nous le savons depuis au moins les Grecs, zoon politikon, l'homme est un animal politique et social. C'est-à-dire qu'il s'inscrit dans un collectif. Le média, il est l'intermédiaire, je dirais, entre je et nous. Et nous aimons particulièrement, parce que nous sommes des êtres humains, eh bien, entendre parler de nous. C'est même une passion que de parler de ce nous, de ce collectif. Parce que nous sommes un être qui s'inscrit totalement dans un collectif. Et le média est censé être le reflet de ce collectif. C'est pour ça qu'on peut y passer des heures dans les médias, parce qu'il y a un rapport à ce nous en miroir qui est une relation qui peut parfois même être une relation pratiquement, en tout cas qui active des sentiments extrêmement forts, amoureuses, de même qu'on aime entendre parler de l'être que l'on aime, et bien pendant des heures, on aime aussi entendre parler de ce collectif dans lequel nous cherchons à nous inscrire. Et le problème de la liberté d'expression, c'est, à mon avis, un problème, c'est une conséquence de cette question fondamentale, qui est, est-ce que ma propre subjectivité, est-ce que je m'y retrouve dans le reflet que donne le média du collectif dans lequel je m'inscris? C'est pour ça que la liberté d'expression est si importante, et combien c'est une immense frustration que d'avoir l'impression de ne pas être justement reflété dans ce miroir qui est le collectif, le média étant lui-même un support, le support de l'information. L'information, on peut presque, je pense, faire jouer la langue des oiseaux. Dans information, eh bien, je dirais que quelque chose qui est le média vient nous former en tant que nous, en tant que collectif. Alors, le média devient nécessairement un média autre, un média alternatif, lorsque, eh bien, nous ne nous retrouvons plus dans le discours, dans le narratif, on peut y revenir sur le mot narratif, officiel. Et je dis bien officiel parce que je fais partie de ces gens qui disent oui, on peut dénoncer un narratif, mais enfin un média alternatif, je suis désolé, nous servons et nous développons un autre narratif. Il faut jamais confondre réel et réalité. C'est une vision du réel que nous donnons, c'est donc toujours un narratif, mais il y a des narratifs dans lesquels tout le monde se retrouve, ou tout le monde pourrait se retrouver, et puis il y a des narratifs dans lesquels, eh bien, il y a une exclusion
Denis Agré parlait de censure tout à l'heure. La censure, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est vraiment l'effacement ou le retrait de quelque chose qui devrait normalement être dans ce collectif que revient refléter le média. D'où la nécessité d'une liberté d'expression. Alors, voilà à peu près ce que je pouvais dire sur cet aspect du collectif par rapport aux médias. Quels ont été les grands moments, je dirais, de découplage entre le média et le média alternatif? C'est simple, il y a ce que j'appellerais, et ce que nous appelons souvent, les trois grandes arnaques. Il y a trois grandes arnaques qui se sont développées en particulier depuis 2020. D'abord l'arnaque sanitaire, l'arnaque du Covid, l'arnaque climatique, et puis l'arnaque de la Grande Guerre, de l'ennemi absolu, du prédateur, de l'ogre qui mange des petits-enfants dès le petit déjeuner, c'est-à-dire la Russie, et surtout la Russie de Poutine. Donc face à ces trois narratifs, où bien nombreux ont été ceux qui ont dit mais là ça ne colle plus. C'est-à-dire que ce que relate le média ne colle plus à la réalité telle que moi je l'aperçois. Donc là, il vient le besoin d'avoir et de trouver un autre média qui, lui, va refléter une réalité qui nous correspond mieux et dans lequel nous pouvons inscrire notre subjectivité et notre liberté d'expression. Nous pouvons nous exprimer. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, dans ces réunions telles que celle d'aujourd'hui, ces colloques, ces universités, il y a toujours un échange constant entre le public et les personnes qui interviennent dans cette université, comme par exemple aujourd'hui. Parce que nous formons, et je pense que c'est vraiment le point qui pour moi est le plus important, une communauté. Et dans cette notion de communauté, d'ailleurs je pense que des médias alternatifs, GPTV a cette tendance, et peut-être le média phare communautaire, d'une communauté qui se veut large, vaste, c'est-à-dire qui peut toucher n'importe qui, mais qui est cette impression, ce sentiment très fort d'appartenance. Dans ce média, nous faisons, lorsque nous atteignons des seuils, des paliers, 200 000, 300 000, 400 000 abonnés et plus, bien à chaque fois que nous passons les 100 000, nous faisons des fêtes. Et nous nous rendons compte à ce moment-là, dans l'échange que nous avons avec le public, sachant que voilà, c'est un réel média, GPTV, je ne suis pas un influenceur, je n'ai absolument rien contre les influenceurs, bien au contraire, mais nous sommes une équipe d'à peu près 30 ou 35 personnes. GPTV, c'est une véritable société, c'est une véritable entreprise, avec des animateurs, mais il y a tous ceux qui travaillent autour de nous, qui travaillent en soutien de nous, qui font la promotion finalement de ce que nous produisons. Donc c'est un réel média qui a une communauté avec des produits dérivés, avec cette revue géopolitique profonde, oui, en effet, que vous avez là. Et c'est d'ailleurs notre, si j'ose dire, business plan. Nous ne faisons pas appel à la générosité de nos auditeurs. Ça, c'est un des éléments rares parmi les médias alternatifs. On n'est pas à vous demander tous les 4 matins pour survivre. Il n'y a aucune méchanceté. Je suis 15 ans de Radio Courtoisie où on a passé notre vie à dire à quémander, s'il vous plaît. Donc il n'y a c'est absolument pas péjoratif. C'est tout simplement que ce n'est pas le même modèle économique. Sachant que les grands médias traditionnels appartiennent. Il y a deux options. Vous avez deux options. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir comment elles se recoupent. On pourrait imaginer qu'elles ne se recouperaient pas. Quand on a commencé à avoir des télés privées, par exemple, ou des radios privées, on pensait qu'on aurait un son de cloche très différent. Finalement, ce ne fut pas tant que ça le cas. Je pense qu'il n'y a pas tant de différence entre le journal télévisé de France Télévisions, le soir à 20h, et le journal de l'entreprise Bouygues, tel que TF1. Je ne pense pas qu'il y a tant de différence que cela entre donc les médias des grands oligarques, parce qu'il faut les appeler comme ça, et les médias publics. Il y a une petite connotation différente. Allez, sur un point, on va dire qu'il y a on nous amuse, par exemple, des oppositions qu'il peut y avoir entre France Inter et CNews. Mais ça reste très résiduel. France Inter et CNews, sur les trois grands narratifs, sur les trois grandes arnaques
dont j'ai parlé tout à l'heure, tiennent exactement le même discours. Il n'y a pas de différence entre France Inter et CNews sur le Covid, sur le fait qu'il y a un réchauffement climatique de nature anthropique, et sur le fait que la Russie est une abomination. Et Poutine, un abominable dictateur. Donc, sur ces grands points, ils sont d'accord. Donc, d'ailleurs, on pourrait marquer une certaine surprise. C'est étonnant que un groupe privé tenu par un individu, alors il va marquer sa subjectivité. On va dire que Bolloré va se révéler être quelqu'un qui s'assume d'ailleurs comme sioniste. Donc, qui va tenir un discours qui est différent sur Israël, sur Gaza, que le discours tenu par France Inter. Ça explique, c'est finalement le seul sujet, la haine de l'islam en partie, et puis le fait de cibler une population particulière. Mais à part ça, il y a très peu de différence. Nous sommes pour eux, comme pour France Inter, comme pour CNews, des complotistes. Si nous sommes des complotistes, même si vous vous imaginez un petit peu de gauche, vous êtes d'extrême droite, c'est comme ça. Voilà, vous êtes d'extrême droite. Ah bon. Alors qu'il y a des... C'est assez amusant, parce que je sais, vu mon âge, j'ai une idée de ce que c'était, de ce qu'on appelait, quand j'avais 20 ans, l'extrême droite. Ça existait, eh bien. Et j'avais des points de vue assez différents de l'extrême droite des années 80, à titre personnel. Mais maintenant, on est tous dans le même sac, donc c'est formidable. Et d'ailleurs, si vous êtes complotiste, c'est que vous êtes d'extrême droite, ou si vous êtes d'extrême droite, c'est que vous allez être nécessairement, à un moment donné, paranoïaque et complotiste. C'est comme ça, au moins les choses sont claires. Donc cette notion de communauté me semble le point commun, et c'est logique, puisqu'un média, c'est ça. C'est celui qui est censé nous donner de nous-mêmes, du nous. C'est celui qui donne à ce jeu, à cet individu, à ce moi, un reflet collectif. Donc, et ça, c'est quelque chose dont nous ne pouvons pas nous passer. Nous pouvons nous passer d'une télé, la preuve, certains disent, eh ben moi, ma télé, je l'ai cassée, je l'ai jetée. Après tout, on pourrait même d'ailleurs, ce qui montre d'ailleurs quand même un certain dépit, parce qu'on pourrait dire, bah, vous n'avez qu'à l'éteindre, la télé, vous n'aviez qu'à même pas en acheter du tout. Si vous la cassez, c'est qu'il y a quand même une rage, une frustration. Mais ils ont cassé la télé, où beaucoup me disent, par exemple, nous on écoute, alors pas nécessairement que GPTV, parce qu'il y a des médias alternatifs, et là je dirais que l'aspect consommateur apparaît. Oui, enfin si, je peux le faire, mais voilà. Certains d'ailleurs, vous lisez le chat, bon j'en ai marre, je vais sur Toxin. Bon, ça c'est logique, il y a un aspect un peu consommateur, parce qu'on considère, même si tous ces médias sont différents, ils sont quand même, et qu'ils n'ont pas nécessairement la même ligne éditoriale, ils ne vont pas dire la même chose. Je vais vous donner un exemple typique. Sur GPTV, nous avions été longtemps les seuls, ou pratiquement les seuls, en tout cas le seul média d'une certaine importance, alternatif, qui parlions de l'affaire Jean-Brigitte. Les autres, appelez-la Brigitte ou appelez-le Jean-Michel, donc moi je fais la contraction Jean-Brigitte. On peut faire Britchel aussi, c'est pas mal. Jean-Michel et Brigitte. Mais on était les seuls. Et les autres disaient, ah non, ça c'est pas sérieux. Ça, c'est pas du bon média alternatif, ça c'est pas bien. Et d'ailleurs, on me l'a reproché encore sur Radio Courtoisie dernièrement, disant que c'était une façon assez obscène de faire de la retape et de flatter les plus bas instincts de nos auditeurs. Honnêtement, je ne le pense pas. Alors d'ailleurs, en termes de liberté d'expression, de censure dont parlait Denis Agré tout à l'heure, c'est vrai que l'affaire Jean-Brigitte est vraiment, je trouve, archétypale de la façon dont les médias, et ce que nous détestons le plus dans les médias, comment ils ont traité ce sujet. Ils l'ont traité en 3 temps, et c'est absolument détestable. Le premier temps, Jean-Brigitte n'existe pas, cette affaire n'existe pas, on n'en parle pas du tout. Et puis soudain on en parle, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on n'est pas obligé de revenir, et entre autres le traitement par les États-Unis, international, par Candace Owens, du sujet, on va se mettre à en parler, donc c'est la pire des choses. Après ne pas avoir existé, cette affaire, c'est la pire des choses, c'est abominable, ce sont les pires salauds pour oser avoir ce qui peut être dit sur l'épouse d'Emmanuel Macron. Et puis le troisième temps, c'est la criminalisation, puisque au travers d'un procès sur le cyberharcèlement, on ne s'arrête pas au fait de ne pas en parler ou d'en parler en mal, mais on va le criminaliser, on va mettre au banc de la société
ceux qui ont le malheur de relayer cette information. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là où vraiment, c'est un archétype de ce qu'il y a de pire, puisque c'est ceux à qui on reproche finalement de se comporter eux-mêmes comme des journalistes, parce que ce sont comme des... Quand vous partagez un contenu, bien partager un contenu, c'est déjà entrer dans la fonction du média, être le support d'une information que vous transmettez. Et donc, ce sont donc des simili-journalistes, mais j'ai envie de dire que dans la sphère Internet, de même qu'avec l'Internet, l'innovation d'Internet, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'unité centrale, c'est que nous sommes tous l'unité centrale. Et nous devenons tous, en quelque sorte, des journalistes et des supports de contenu qui sommes des intermédiaires entre une personne et une autre sur un contenu donné. Et donc, c'est de la nouveauté. Nouveauté qui était celle d'Internet. Moi, je l'ai connue que tardivement. Il faut dire qu'Internet, étant donné que c'est... je dirais un réseau privé. Longtemps, je me disais, je suis quand même content d'être à la radio parce que mes petits copains qui m'ont quitté pour aller sur Internet, finalement, sont beaucoup plus censurés que moi. Et c'est vrai que j'ai pu dire, et j'ai pu m'enorgueillir avec un ou deux patrons d'émission, d'être les seules voix sur la bande FM à tenir un discours totalement alternatif au discours sur la crise sanitaire et à inviter systématiquement toutes ces personnes que vous écoutez aujourd'hui, qui sont invités aujourd'hui d'ailleurs dans cette université, et nous avons pu les relier sans subir la censure, contrairement à YouTube, contrairement à l'Internet, à Facebook, à X, qui s'appelait Twitter à l'époque, qui a subi une terrible censure, ce qui a montré d'ailleurs que les groupes privés pouvaient être de plus redoutables censeurs que les groupes publics, et un média qui n'est pas un média traditionnel, un média libre, mais néanmoins qui s'inscrit sur la bande FM, a pu relayer des informations qui étaient interdites par ailleurs. C'était vrai pour le Covid, sur lequel on a encore une grande liberté d'expression. Sur le climat, un peu moins, l'ARCOM s'en saisissant plus lourdement, on peut être très rapidement sanctionné, pénalisé, subir des amendes, pour avoir un discours qui serait climato-sceptique, qui émettrait quelques scepticismes sur l'origine anthropique du réchauffement, de l'hypothétique réchauffement climatique. Et puis sur la guerre, sur le narratif de la guerre, je dirais, là il existe encore, il pourrait exister une certaine liberté d'expression, sauf qu'en réalité, sur la guerre, il y a une quasi-unanimité sur le fait que la Russie, c'est l'ennemi absolu. Même sur Radio Courtoisie, finalement, à part quelques-uns, tous développent des arguments très très similaires à ceux des médias traditionnels. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps je parle là, peut-être falloir s'arrêter à un moment donné. Il va falloir que mais ça tombe bien puisqu'on tu vas continuer sur un sujet qui est adjacent. Oui, alors donc, en tout cas, voilà, moi, ce sur quoi je voulais insister le plus et qui m'a le plus marqué et auquel je suis le plus sensible, c'est cette notion de communauté qui est extrêmement importante, presque de famille, je n'hésite pas à le dire, nous sommes, pour GPTV en tous les cas, et je dirais, dans ces milieux qui sont les nôtres, comme une famille, ce qui l'a peut-être aussi beaucoup développé, permis, au-delà des mensonges que nous servent les médias traditionnels. Il y a eu évidemment l'épisode des Gilets jaunes, je pense, très important, dont j'ai pas parlé, dont j'aurais pu dire quelques mots. Je terminerai donc là-dessus. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont créé une communauté. Hier encore, j'avais, je crois que c'était Pierre-Guillaume Mercadal que j'interviewais à 19h sur GPTV, et qui à un moment donné, et là on voyait qu'il n'était plus Pierre-Guillaume Mercadal, il y avait quelque chose qui était plus grand que lui, et c'était pas la coordination rurale dont il était un des porte-parole, mais il disait, oui, mais j'ai été gilet jaune. J'étais gilet jaune. Donc ça rappelait quand même ce surplomb, cet élément important pour plus d'une génération, ce que furent les gilets jaunes, qui fait que c'est des gilets jaunes que des réunions, que des réunions périodiques ont commencé à se créer, que les personnes ont continué à se voir au-delà des ronds-points où ils ont beaucoup été ensemble, des manifestations, et donc ça a créé des communautés. Et ça, c'est quelque chose quand même d'extrêmement
novateur, et on le voit sur tout un tas de sujets, je termine là-dessus, mais il y a des moyens de le mesurer, et ces moyens de le mesurer vont bien au-delà du nombre de vues d'un contenu. C'est-à-dire que, on le sait d'ailleurs, les gens le savent, quand ils écrivent des livres, ils vont aller sur une émission de Radio Courtoisie ou sur GPTV et ils vont tout de suite vendre des centaines de bouquins. Ils peuvent bien aller sur France Inter, Europe 1, RTL et parler même pendant 20 minutes, ils vont vendre 2 livres. Alors ils vont peut-être avoir des millions et des dizaines de millions d'auditeurs, à ce qu'ils prétendent, en tout cas, selon les éléments de la médiamétrie. Ok, mais alors quelle est l'oreille est-elle si inattentive que ça ne déclenche même pas la volonté d'aller s'intéresser, d'approfondir, de connaître l'auteur, de lire ses livres. Donc c'est la preuve que, c'est ce que je disais à un moment donné du vote. Je disais, mais j'avoue, je fais partie de ces gens qui ne croient plus trop au vote et à l'élection. Et je disais, sauf si on pondérait le vote, qu'il y avait une pondération, la conviction, la force de la conviction. Il y a beaucoup de gens, ils votent avec les pieds. On le sait bien, au dernier moment, ils vont choisir le candidat pour lequel ils vont voter. Alors qu'il y a un poids communautaire, un poids de conviction extrêmement forte. Et d'ailleurs, c'est heureux parce que ce que l'on constate, c'est que ce sont de véritables nouvelles communautés qui apparaissent. C'était quelque chose que vous aviez moins, par exemple, avec la Manif pour tous. La Manif pour tous n'a pas généré la même chose parce qu'ils y allaient en famille. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment affaire à des personnes. Quand je suis arrêté dans le métro, dans la rue, je me rends compte, et quand j'échange un peu avec la personne, que j'approfondis, je me rends compte que ce sont des gens qui disent, mais voilà, moi je suis rattaché à vous, c'est un nouveau rattachement, je me suis désaffilié, non seulement à des médias traditionnels, mais aussi à ma famille, à mes amis, parce que je suis le seul à penser ce que je pense. Et donc et c'est ça la force et l'importance de ces médias alternatifs, de créer des communautés dans lesquelles on va être à nouveau une famille. Ça ne sera pas la famille d'origine. Il va falloir mourir à quelque chose pour renaître à une autre communauté, à une autre famille. Et c'est, je dirais, ce qu'il y a certainement de plus, moi, qui me motive réellement le plus dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je l'ai découvert au travers de cette pratique. Merci. Bonjour. Bonjour. J'apprécie bien en grande majorité GPTV, mais il y a quelque chose qui me gêne, soit GPTV ou les médias dits alternatifs en général, c'est que vous parlez essentiellement de l'actualité, pas du jour, vous vous mettez en perspective, contrairement aux autres médias évidemment. Par contre, pour ce qui est des soignants suspendus ou des sujets qui sont soit mal connus d'opinion publique, soit qui sont considérés comme maintenant, ça y est, c'est passé, alors qu'on sait très bien que c'est pas passé. Mais le fait de ne pas en parler, bon, déjà, il y a des gens qui ne savent pas ce que sont le statut de soignant suspendu, enfin soignant ou autre d'ailleurs, et d'autre part, le fait de ne pas en parler, implicitement, ça donne cette impression qu'effectivement, on est passé à autre chose. Donc voilà, je ne sais pas si, peut-être j'ai raté des choses, peut-être que vous en parlez. Alors, en fait, ça dépend le format. C'est-à-dire que dans une matinale ou une émission d'actualité du midi, on va parler d'actualité. Et même s'il nous arrive d'insérer un sujet tel que un sujet de fond, c'est en général quand même le sujet d'actualité et on est amené à commenter l'actualité, nous aussi. C'est plus sur les émissions du soir, les émissions à 19h de plateau, où là, si, il y a des émissions, que ce soit moi le week-end, vendredi et samedi, ou Mike du lundi au vendredi, ou Raphaël le dimanche, et à une époque Lara à 22h, un soir avec Lara, on traitait de sujets justement approfondis qui étaient beaucoup moins des sujets d'actualité. Et là, on revenait, sur les soignants suspendus, on en a parlé. Oui, voilà, par exemple, Alexandra Henriot-Code, il y a 2 semaines, on avait Perron, on a toujours ce genre de... jamais lâché. Non, surtout pas. Mais c'est vrai que vous avez raison sur le fait que selon le format, on va traiter, et ça c'est un reproche que je me fais à moi-même, c'est-à-dire de ne pas être en mesure aujourd'hui, par le fait de ne pas avoir suffisamment de capacité d'investigation, de créer notre propre actualité. De dire, leur actualité, c'est pas de l'actu. Mais il y a des fois, j'élimine totalement. C'est-à-dire des sujets qui vont faire le premier titre dans ma revue de presse, j'en parlerai pas du tout.
parce que je considère que c'est se foutre de nous, que c'est un pur enfumage. Ça arrive aussi. L'euthanasie, on en a parlé, on a commencé à en parler l'année dernière avec Brigitte Bardot. C'était et à la radio et sur GPTV. Le sujet n'était absolument même pas d'actualité à ce moment-là. On était les premiers à lancer l'alerte sur ce qui allait se passer par la suite. Un des premiers, en tout cas. Et j'ai juste une suggestion, enfin deux. La première, pour montrer que c'est quand même dans l'actualité, toujours dans l'actualité, donc il y a les masques blancs. Il y a à Nantes, tous les samedis, des manifestations. Donc c'est l'actualité, et pour montrer que ça existe toujours et que ça dure dans la durée. Voilà. Ça peut être un élément de mettre l'actualité en lien avec cette chose qui est toujours là. C'est important, puisque justement, si on veut être un média alternatif, on doit lutter contre le zapping. Et le fait de passer qu'une information chasse l'autre, ce qui est vraiment la technique, l'infrastructure du média traditionnel. Donc bien sûr, et revenir. Mais vous savez, ce qui est étonnant, c'est que je le vois sur le... Mais après tout, tant pis, à un moment donné, on va viser le qualitatif plus que le quantitatif. Néanmoins, même parmi nous, nous sommes très nombreux à finalement aimer l'actualité qui change et ne pas parler tous les jours des mêmes sujets pour agrandir la communauté. Donc il faut savoir et réussir à jouer entre ces deux besoins. À la fois être sur quelque chose qui se rappeler que ça existe toujours et en même temps passer à une autre activité. Je l'ai aussi complété par le fait que quand vous avez les médias classiques ne vont pas perdre leur antenne s'ils ont moins de vues pendant des semaines. Ils ne vont pas pour autant perdre la chaîne. Ce qui se passe avec les médias alternatifs, les médias des réseaux sociaux et d'Internet, c'est qu'on se s'invisibilise à partir du moment où nos contenus n'ont pas d'écho auprès de nos spectateurs. C'est-à-dire on va faire une émission où il y aura 500 vues, cette émission va impacter une autre qui avant était censée faire 50 000 vues. Vous voyez ? Et donc elle sera moins vue parce que la précédente était moins vue. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes règles. On est dans le piège de l'algorithme. On est dans le piège de l'algorithme et on est obligé d'avoir toujours des choses pertinentes sur le moment. Ça, c'est une obligation, sinon on est invisibilisé complètement. Je comprends. Juste une suggestion, et puis après j'arrête. Un de mes dadas, c'est quelles sont les actions qu'on peut faire pour réveiller, pour faire en sorte qu'au lieu d'être plein d'unités, on se regroupe et qu'on fasse des actions, pas des trucs violents, hein. Comme porter une casquette pour dire Macron dégage, par exemple. Ouais. Si on était 100 000 à porter la casquette, ça ferait réfléchir quand on va faire des courses. Voilà, c'est un exemple idiot. Et je ne sais pas si... C'est pas idiot, mais nous, on a tout un tas de produits dérivés. Par exemple, si vous achetez le t-shirt « Non Macron, je n'irai pas en Ukraine » ou comme le monsieur le porte, là, pour la paix avec Z. D'ailleurs, vous pouvez aller en prison avec ça. Hein. Actuellement, il y a des gens en prison pour moins que ça. Hein. Si, je vous assure. Anna Novikova, ça fait 10 jours, il y a 4 personnes en prison parce qu'ils ont collé des affiches pour la paix. Hein. Donc, on est aussi passé à ça. Vous avez donc les produits dérivés, les casquettes, des mugs, au-delà du produit, avec un message. Hein. Au-delà du produit dérivé qui a un aspect mercantile. Oui. Là, ce que je voulais dire, c'est avec le poids que vous avez, est-ce que vous pourriez, vous ou avec d'autres, faire de la publicité, permettre aux gens qui ont justement des idées pour arriver à faire des actions, on a besoin du nombre, des actions symboliques, mais on a besoin du nombre, au-delà du mug de GPTV, je veux dire. Donc, vous voyez, être en soutien, parce que vous avez cette visibilité, et je pense que je ne suis pas le seul à sentir une frustration, à n'avoir que de l'information. On a de l'information, on est content, on va la voir, ça change de temps en temps, super. Par contre, il y en a beaucoup qui aimeraient un peu d'action, et qu'on se retrouve tout seul, parce que on va être 10 dans son collectif, alors que il y aurait probablement au moins une centaine de milliers de personnes qui voudraient faire une petite action symbolique qui ne coûte rien, mais si on est une centaine de milliers à le faire, ou des dizaines de milliers, eh ben on va réveiller les consciences. Alors, je réponds en deux temps, et Lara pourra répondre aussi si elle le veut. Le premier temps, c'est qu'évidemment, on garde une certaine distance par rapport à cette proposition, parce qu'il y a toujours cette surmoi du média qui se doit d'être neutre. Donc le fait de ne pas créer soi-même une action publique, une action politique, au sens même le plus noble
Donc on est toujours rétif à cela, parce qu'on ne devrait pas, ou on devrait en tout cas être simplement le reflet d'une diversité d'opinions, et que en accent sur quelque chose de précis, eh bien on pourrait froisser une partie de notre public. Par contre, je vais vous donner un contre-exemple de quelque chose que nous faisons, et que peut-être nous ne faisons pas assez et qu'on devrait faire plus. Par exemple, la coccinelle de Combaz. Bon, la coccinelle de Combaz, on peut l'afficher, moi j'en parle assez souvent, et je reviens dessus. Ça, c'est voilà, juste un élément qui est que lorsque nous nous croisons dans la rue, on a la même coccinelle, on sait de quoi il s'agit, par exemple. Mais ça, oui, si, je pense que ça reste une bonne idée. Moi, si je puis compléter, parce que je m'occupe beaucoup de la programmation des matinales, et je vous assure que quand on voit des événements qui sont affichés sur les réseaux sociaux et qu'on peut inviter les personnes qui les organisent, on le fait sans hésitation. Pour les universités des voies libres aujourd'hui, on a fait des annonces et sur GPTV et sur Radio Courtoisie sans que l'organisateur nous le demande. Donc c'est comme ça, on a toujours fonctionné comme ça. Quand Florian Philippot organise les marches, que ce soit contre l'euthanasie ou pour la paix, il sait que l'antenne lui est ouverte à tout moment. On n'est jamais réticent à cela, donc non. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'ai une autre question. Je vais rebondir sur la question précédente en allant peut-être un peu plus loin. Après vous avoir remercié pour ce que vous faites, parce que je vous considère comme les sentinelles du peuple, donc des gens qui rétablissent la vérité contre le robinet à mensonge des médias mainstream. Il me semble que malgré toute la bienveillance que je vous porte, aux médias alternatifs, donc aussi bien de gauche que de droite, hein, ce que je vais vous dire concerne tous nos relais, et c'est intéressant cette façon que vous avez de vous présenter comme nous aider à faire un collectif. Je crois que c'est tout à fait une de vos responsabilités, et vous le faites bien. Mais il me semble que pour l'instant, le prenez pas mal, hein, c'est bienveillant, vous n'en êtes qu'à singer d'une certaine façon les médias mainstream en ne parlant toujours que des mêmes sujets législatifs sur lesquels nous sommes totalement impuissants. Nous sommes dans une prison politique, nous ne décidons de rien, et notre cause commune, à gauche comme à droite, hein, c'est notre impuissance politique à nous défendre contre les dominants du moment. Et vous savez peut-être, je suis passé chez Mike il n'y a pas longtemps, je prétends que nous sommes les seuls à être aptes et légitimes à écrire nous-mêmes les règles de notre représentation politique, c'est-à-dire en fait à écrire notre puissance politique. Donc j'en appelle à une espèce de mutation de l'humanité, pas seulement de la France, une mutation humaine à ce que les électeurs refusent d'élire et deviennent constituants. Les électeurs deviennent des citoyens, c'est-à-dire qu'ils veulent voter leurs lois. Cette mutation constituante, c'est une mutation de la conscience. Nous ne voulons plus être des enfants comme des enfants qui en ont marre d'être enfants et adolescents veulent devenir adultes. Ils aspirent à devenir libres et par là même ils vont devenir libres. Pour que ça se passe au niveau collectif, il faut que nous soyons nombreux à vouloir devenir libres. Et il me semble que les médias alternatifs, et ça m'est apparu après 20 ans de bagarre contre les politiciens, ça m'est apparu cet été, précisément avant de passer chez Toxin ou chez GPTV. Il me semble que nos médias alternatifs ont une responsabilité qui va au-delà de l'information. Les journalistes actuels, les journalistes mainstream, et vous considérez, quand vous parlez de vous-même, vous dites « notre rôle c'est d'informer ». Je pense que ça n'est qu'une partie de votre responsabilité. Une autre partie, et à mon avis plus importante, c'est de nous aider, d'aider la population à muter en citoyens. Nous ne sommes pas citoyens, nous sommes des électeurs. Nous élisons, nous acceptons d'abandonner notre souveraineté au moment où nous élisons, et donc nous acceptons de ne rien décider. La mutation constituante, c'est de devenir citoyen, c'est-à-dire c'est pas d'exiger, on va rien demander, mais c'est de vouloir
voter, décider. Et il me semble que vous devriez, mais je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez, évidemment, c'est pas à moi de vous dire ce que vous, mais je vous suggère cette idée, voir si et votre réaction m'intéresse. Il faudrait que j'écrive une lettre ouverte à tous les médias alternatifs, mais il me semble que vous devriez, dans votre tête, devenir, comme tout le monde, constituant, et du même coup, dans votre vitrine, donner des exemples constituants, montrer des conversations constituantes. Je vous donne juste un exemple, puis j'en termine là. Je développerai demain. Il me semble que ce que fait Nexus en ce moment, qui est une autre revue qui comme vous, a un autre business model que l'appel aux dons, et en fait n'a pas besoin des dons et n'a pas besoin des vues. Vous avez vraiment raison de souligner la dépendance de ces médias alternatifs au comment il s'appelait ça, l'audimètre, le médiamétrie, oui. La médiamétrie, voilà. Leur dépendance les rend susceptibles à la réaction de leur population, alors que de leur auditorat, alors que vous avez Nexus et vous, parce que vous avez un autre business model, vous avez peut-être encore un peu plus de responsabilité que les autres, parce que vous avez le moyen d'ouvrir quelques lucarnes constituantes. Avec Nexus, on fait des ateliers constituants tous les mercredis. Et je ne vous dis pas de le faire avec moi, vous pouvez le faire avec n'importe qui, mais c'est spectaculaire, je trouve. Imaginez que les amis du peuple que vous êtes, vous aidez le peuple à s'émanciper lui-même, pas de gauche, de droite. On verra sur les lois de gauche et de droite ce qu'on fera, mais l'important étant de sortir de la prison, vous pouvez nous aider à nous évader. Des conversations constituantes sur les médias du futur, c'est ça. Ah oui, entre médias, c'est vrai qu'il y a une deuxième dimension qui serait... Oui, c'est vrai ça, c'est... Merci Nathanaël. Excusez-moi, juste encore une minute. Ce qui fait notre faiblesse, c'est notre division. Le fait que l'extrême gauche déteste l'extrême droite, le fait que l'extrême droite déteste l'extrême gauche, nous désunit à vie. Voilà, on est sûr qu'on ne gagnera jamais, jamais. Le peuple uni va gagner, le peuple désuni va perdre à tous les coups. Il y a quelque chose de très spectaculaire que vous seuls pouvez faire, les médias alternatifs, c'est de donner l'exemple de l'union. Est-ce que vous êtes capable, les médias de droite, d'aller pas seulement demander, parce qu'ils vont pas être d'accord, donc il faut arriver à les convaincre, donc il va falloir les respecter, il va falloir, je vais fort, il va falloir les aimer parce que c'est des humains comme vous, ils ne sont pas d'accord. Et est-ce que les médias de gauche vont être capables de faire la même chose avec les médias de droite en allant non seulement les respecter, mais les aimer au point de donner le spectacle de votre, pas union parce que vous êtes très différents, mais aptitude à travailler ensemble au niveau constituant, parce qu'au niveau législatif, vous n'y arriverez pas. Sur les lois, vous ne serez pas d'accord. C'est ce qui fait votre différence, c'est que sur les lois, vous n'êtes pas d'accord. Mais sur le niveau constituant, c'est-à-dire que le peuple doit voter les lois, vous êtes capable de tomber d'accord là-dessus. Et si vous donnez l'exemple de ça, mais c'est incroyable comme vous allez faire monter la mayonnaise. Vous allez rendre possible quelque chose qui est impossible sans ça. Donc c'est une vraie responsabilité, je crois. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Alors, je vais répondre sur les différents points parce que c'est très riche en effet comme intervention. D'abord, le premier point, je me suis fait moi-même la remarque et j'avoue qu'étant donc depuis fort longtemps patron d'émission sur Radio Courtoisie, quand j'ai vu apparaître, et c'est pas très sympa de ma part, et d'ailleurs j'en fais aujourd'hui, je bats ma coupe aujourd'hui, TV Liberté, je me suis dit, si c'est pour qu'Élise Blaise fasse un journal télé qui soit qu'une pâle copie des journaux que vous avez déjà sur TF1 ou France 2, quel est l'intérêt pour commenter la même actualité et mettre une légère dissonance? Donc je m'étais fait cette remarque pour dire que ça fait longtemps que j'y réfléchis et que je réfléchis longtemps aussi au fait d'avoir à traiter de la même actualité. J'y répondrai en deux temps. Oui, bien sûr que c'est une question de conscience, c'est une question d'élévation du niveau de la conscience, mais surtout déjà de penser par soi-même. Je dirais que les médias alternatifs sont dans cette première partie, qui en a deux, qui est d'apprendre ensemble à penser par soi-même et s'extraire d'un certain collectif qui a un niveau de conscience animal, je dirais, de meute, qui fait qu'ils n'arrivent pas à penser par eux-mêmes. Donc toute cette extraction de cette âme groupe collectif, nous faisons ce travail. Et ça, c'est la première partie. Par contre, nous ne faisons pas, et j'échange beaucoup
dans les manifestations, ou par exemple ici, sur le deuxième aspect, qui est le faire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, en effet, d'être dans la conscience, ou d'être dans la liberté de conscience, et de penser par soi-même, mais aussi, ensuite, qu'est-ce que je fais? Et comment ce que je fais va devenir, finalement, la nouvelle actualité. Nous allons produire et créer notre propre actualité, et je vous rejoins totalement, sauf que c'est en effet plus compliqué que ce qu'on ne l'imagine, mais là où vous répondez sur les médias de droite et de gauche, bon, à nouveau, un clin d'œil pour commencer, c'est-à-dire que je pense que plus facilement, les médias alternatifs dits de droite arrivent plus facilement à aller vers les médias dits de gauche que l'inverse. L'inverse est quand même relativement compliqué. Et il est vrai que nous avons, nous, une certaine tolérance, mais que nous avons en retour assez peu de répondants. Par contre, là où je partage évidemment votre combat, que moi j'ai partagé, mon cher Étienne, avec Yvan Blot et avec la démocratie directe et avec le référendum d'initiative populaire, donc cet aspect constituant, évidemment, je pense que là, un instrument tel que le constituant peut être un premier pas, et je partage totalement ces excellents conseils que vous nous donnez aujourd'hui. Merci. Moi, je me permettrais de rajouter quelque chose qui m'est revenu hier quand je préparais cette conférence. Je me suis rappelé, j'ai assisté à la chute de l'URSS. Donc j'étais enfant, j'avais 15 ans quand c'est arrivé. J'ai grandi enfant dans un pays qui était immuable, hein, qui devait être tel qu'il est. Mes parents, mes grands-parents m'ont dit que c'est le plus grand pays, le plus fort, etc., ce qui était l'URSS. Et à partir de l'âge de 14-15 ans, j'ai senti que le monde vacillait en fait. Le monde vacillait et le canal par lequel c'est arrivé au plus fort dans la jeunesse, c'était la musique. C'était les poètes qui mettaient en musique leurs poèmes et qui étaient des cris d'énergie immense, d'énergie qui disait non, il y a un vent de changement. Il y a quelque chose qui ne sera plus jamais le même d'ici 1 an, 2 ans, peut-être dans 10 ans, mais le changement est en marche. Et ce qui s'est passé, cette musique, moi j'ai écouté par exemple hier encore les paroles, et il y avait un poète qui avait écrit et qui avait mis en musique un texte, traduction très sommaire. Il dit « Je reviendrai dans ce pays quand on ne sera plus un pays d'idiots, quand il retrouvera sa vraie vocation d'être un pays de génie, s'il faut, je reviendrai dans 100 ans, je ressusciterai, mais je reviendrai. » Ce poète est mort. Il est mort dans une bagarre assez suspecte. D'ailleurs, plusieurs de ces jeunes sont partis à cette époque-là. Je suis sûre qu'il est aujourd'hui revenu en Russie depuis pas mal de temps, ressuscité, parce qu'ils ont retrouvé cette énergie. Nous, il nous la faut. Par moments, on sent que la jeunesse frétille, qu'il y a quelque chose qui se met en place, mais c'est à nous, effectivement, de provoquer cette possibilité qu'ils se sentent pas isolés, pas seuls, quand ils pensent autrement. Mais c'est possible. Et on le sent aujourd'hui, ici, d'une façon très concrète. Merci. Merci pour tout ce que vous faites, évidemment. Je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient, comme beaucoup ici, beaucoup à cœur. C'est une superbe loi qui s'appelle la loi Evars. Ah. Et dont je trouve que même sur les médias alternatifs, on n'en parle pas beaucoup. Et pour rejoindre le monsieur tout à l'heure, la casquette rouge, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de pouvoir faire une interaction entre ce qui se passe dans nos campagnes, dans les villes, etc. Parce que vous vous plaigniez tout à l'heure, monsieur, de pas avoir suffisamment de moyens d'investigation. Est-ce que vous ne pourriez pas utiliser une planche, notamment pour tout ce qui se passe dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées? Je ne sais pas si vous savez, mais moi je viens de Vendée, et même en Vendée, aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, il se passe des drôles de choses. Il y a des lectures qui sont données au collège, par exemple, qui s'appellent... non, je vais pas dire le mot. Je suis troublée. Enfin, un collège d'Esnay,
il y a quelqu'un qui va peut-être pouvoir me souffler, qui est dans ici, ce collège d'Esnay, où on fait des lectures assez bizarroïdes qu'on donne à des classes de 5e, 4e. Il y a dans un lycée à Chaland où une personne qui est venue dire, justement, Madame Lara, que Poutine c'était un grand méchant. Et à des classes de 3e et de 4e, cet homme qui a débarqué dans ce lycée catholique, qui n'a pas eu les moyens, ce directeur, de pouvoir évincer cette personne, qui a passé son temps devant des élèves de seconde et de 3e, de dire qu'il fallait se préparer en tant que jeune à la patrie, à savoir que la guerre, il fallait vraiment défendre sa nation, que la Russie était un danger, et dire ça à des classes de 3e et de seconde, et que l'idée, si vous voulez, c'est de tout ce qui se passe dans des classes de... Moi, j'ai eu connaissance dans une classe de maternelle d'Argenton-sur-Creuse. On ne peut pas dire que ce soit une zone très importante, une grande métropole. Eh bien, à Argenton-sur-Creuse, il y a une petite fille en pleurant qui est arrivée face à la personne qui venait la chercher en disant « Je ne veux pas être un petit garçon. Je ne veux pas être un petit garçon. » À 5 ans. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas comme moyen d'idées, d'échanges nouvelles pour parler d'action, pour parler de terrain, que nous, votre public, que vous nous ouvriez une audition pour que, par exemple, ce qui s'est passé, cet homme qui est venu dire aux jeunes filles et aux jeunes gens de seconde, de 3e, de dire « Attention, préparez-vous, il faut défendre la nation, Poutine est un danger énorme, la Russie va nous sauter dessus, etc. » De dire à des enfants de 5 ans, de 8 ans, qu'il faut vraiment avoir la possibilité de choisir son sexe. Choisir son sexe. Moi, je fais le caté. Je fais le caté à des enfants de cours moyen, première année. Et vous savez ce qu'on nous marque dans les livrets de caté dans une école catholique? Que aujourd'hui, les hommes et les femmes sont des êtres sociaux qui ont la possibilité de choisir leur secte sociale. Et on a ça dans un livret de caté d'enfants de 10 ans. Je trouve que on ne défend pas les enfants. Vous-même, c'est pas un reproche, je suis comme le monsieur, hein, je suis vraiment bienveillante. On ne défend pas les enfants, on n'a pas défendu la santé des enfants, on n'a pas suffisamment défendu la santé mentale des enfants, on ne défend pas la pédocriminalité suffisamment, et je trouve que s'il y a des gens qui peuvent le faire, c'est vous, messieurs, dames. Alors, ce que je voulais dire, ce que je voulais vous répondre, en tout cas pour ce qui concerne les matinales de GPTV, c'est que j'ai quand même, parmi mes permanents, tous les jeudis dorénavant, Vincent Pavant. Et Vincent Pavant, que ce soit sur les évars, que ce soit sur la pédocriminalité, le livre qu'il va sortir prochainement sur les DAS, enfin les ex-DAS, l'aide sociale à l'enfance, voilà. Il y a un livre qui va sortir, les ASE, voilà, un livre qui va sortir prochainement. C'est un sujet qu'il développe. Par contre, là où je vais prendre en considération tout à fait ce que vous nous dites, c'est que je pense que avoir des relais, qu'un canal soit créé qui permettrait en effet des témoignages de ce que vous venez de dire, ou des personnes qui ont c'est en fait là, c'est un petit peu ce qu'avait voulu, vous savez, et là finalement il a renoncé, c'est triste, c'est dommage, Barnerias, voilà, Pierre Barnerias, de Doldop, entre autres, c'est Citizen Plus, il avait cet espoir de faire une AFP alternative, ce qui me paraît essentiel, parce que quand on veut avoir une autre actualité que l'actualité qui est l'actualité dictée, l'actualité officielle, eh bien il faut aller la chercher là où elle est. Et en effet, pourquoi c'est complémentaire, je pense, avec ce qui était l'aspect constituant d'Étienne Chouard, c'est-à-dire une actualité, aller chercher l'actualité là où elle est et trouver un canal de transmission permettant à des témoins, entre autres de ce qui peut se dire dans telle école, dans tel collège, dans tel lycée,
et le relater. Oui, ça me paraît être une très bonne chose, et je le suggérerais à Vincent. Je pense que c'est le plus à même. Vous avez reçu Maître Recchia, quand même, Maître Desarrojo Recchia, a été reçue par Radio Courtoisie. Elle a mis en place un recours aujourd'hui, parce que si les médias peuvent faire, il faut absolument que les parents agissent. Voilà. Alors je sais qu'Étienne Chouard dit que l'élection piège à compte dans le système actuel, c'est certainement un peu vrai. Nous avons fait quand même des choses très pratiques. Nous sommes présentés aux élections législatives en 2022-2024 avec des résistants et ça nous a permis d'utiliser le système. L'objectif, c'était pas de se faire élire, on n'avait pas de bulletin d'ailleurs. L'objectif, c'était de porter nos messages et de bénéficier, de panneaux d'affichage sanctuarisés, visibles de tout le monde, et du service minimal que la presse mainstream fait avec les petits candidats que nous sommes. Donc, Courrier des Yvelines, 100 000 exemplaires. Nouvelle République, 100 000 exemplaires. Et donc, avec une petite équipe. Un jour, on a bu un café chez Jean. On s'est dit, il y avait Patricia Lefebvre, qui a comme cheval de bataille des Vars. Et on s'est dit, on se présente, c'était dimanche. La préfecture était en couverte. Je suis allé déposer le dossier. Et on a lancé la candidature. Voilà, ça, c'est le témoignage. On utilise le système qui est à l'audience. Et la demande que je vous ferais bien, moi, c'est si vous pouviez inciter dans votre audience de résistants, c'est peut-être 1% ou je sais pas de l'audience, ou 10%, enfin peu importe, si vous pouviez susciter 577 personnes pour faire des candidatures et pour mettre des affiches où tout le monde verra parler de l'Ukraine, du Covid, de l'EVARS, etc., et ben là, ce serait un sacré porte-voix. Déjà, merci beaucoup. Je me présente aussi rapidement. Donc, Lara Stam, c'est mon nom d'emprunt pour les médias parce que j'ai commencé à intervenir sur Radio Courtoisie au moment où j'étais élue locale dans le 92 et il était hors de question à ce moment-là de participer en tant que conseillère municipale. Donc, ce qui a fait que mon vrai prénom c'est Lara Parolin et j'ai pris ce pseudo et il est resté. Je suis maintenant, comme Nicolas, journaliste avec une carte de presse, ce qui est une assurance en quelque sorte, en réalité, dans ce monde où on est journaliste à partir du moment où on se considère comme porteur d'informations et ce n'est pas du tout quelque chose qui est réglementé en France. On peut être très bien journaliste, mais pas avoir de carte de presse. Or, quand on se tourne vers l'international, donc quand on décide d'aller faire un voyage en Russie, c'est ce qui était notre cas cette année, vaut mieux avoir une carte de presse. Le voyage en Russie, GPTV, qu'est-ce qui s'est passé au mois de, janvier 2025, la direction GPTV a décidé qu'on va organiser un voyage en Russie. Quand j'ai vu ça, je dis mais ils sont inconscients des difficultés que c'est aujourd'hui. Donc c'est un projet qui est tellement difficile qu'ils vont vite abandonner, donc c'est pas la peine d'y croire. Il se trouve que GPTV aime les difficultés, aime des espèces de challenge, donc ce voyage a bel et bien eu lieu avec ce qu'on appelle une accréditation journalistique pour GPTV, ce qui est une première pour le ministère des Affaires étrangères en Russie que d'accorder une accréditation de journaliste à un média qui n'existe pas sur une antenne officielle et qui est sur Internet. Donc nous sommes les premiers médias Internet à avoir obtenu ce statut de journaliste en Russie lors de ce voyage pour fêter les 80 ans de la victoire sur la Grande Guerre, ce qu'on appelle les Russes, la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai. Ce voyage donc était très compliqué à organiser parce que non seulement en matière administrative, c'est pas simple aujourd'hui pour un Français d'obtenir un visa. Non pas que la Russie ne l'accorde pas, mais c'est qu'il n'y a plus beaucoup de canaux pour obtenir. C'est-à-dire que si vous allez avant, il y avait des centres de visa pour déposer ces documents et puis obtenir un visa. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça. Seule l'ambassade délivre en fait un visa et l'inscription à l'ambassade, bon courage, chers citoyens, c'est assez complexe et compliqué. Donc en fait, à vrai dire, pour un citoyen français lambda, il est impossible aujourd'hui de faire un voyage en Russie
parce que en plus, à partir du mois de novembre, le 19e paquet de sanctions envers la Russie inclut quelque chose d'assez inédit, interdiction pour les agences de voyage d'organiser un voyage vers la Russie. Si. Aucune organisation, ni agence de voyage, ni association n'a plus le droit d'organiser un voyage en Russie. Donc ça, c'est la nouveauté depuis le mois de novembre. Ce qui est assez parlant, à mon avis, parce que il n'est pas du tout arrangeant pour les médias classiques, les médias mainstream, les médias de grand chemin, qu'un Français découvre qu'en Russie, tout va bien. Parce que si vous faites ce voyage, vous découvrirez que, en fait, en Russie, tout va bien. Même, ça va mieux qu'avant la guerre. Pourquoi? Parce que, en fait, avant, vous aviez tout un tas de sociétés étrangères qui avaient les monopoles, qui étaient presque dictés par l'État. C'est-à-dire que, par exemple, l'usine Renault, sur une usine de fabrication automobile à Moscou, elle avait, en tant que société française, elle avait un avantage sur la société chinoise qui souhaitait aussi participer à cette usine. Donc l'usine française avait un avantage parce que la Russie souhaitait davantage s'axer vers l'Europe. Donc aujourd'hui, la Chine a pris le relais, là où la France, s'est retirée perdant tout ce qu'elle a investi, et deux, en fait, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc aujourd'hui, l'automobile coûte moins cher grâce à la Chine, et le Russe en bénéficie directement. Donc voilà. C'est encore une fois comment on scie la branche sur laquelle on est assis. C'est vraiment très très européen. Je dirais même une particularité française, parce que les sociétés italiennes ne sont pas retirées en masse comme les sociétés françaises. Les sociétés françaises étaient les plus importantes en matière de participation dans l'économie russe, vu que l'État et le gouvernement avantageaient ces sociétés françaises. Donc voilà, on est bien, on s'est retiré. Le contribuable français payera les dégâts de ces grandes sociétés. Donc l'économie russe se porte très bien. Dans les rues, on s'aperçoit qu'en fait, si on porte un badge Presse France, on n'est pas du tout insulté, alors qu'il y avait de quoi, sincèrement. On a fait cette expérience sociologique. On était plutôt plébiscité, parfois même demandé en photo parce que pour eux, c'était agréable de voir qu'une presse française est là pour les commémorations du 80e anniversaire. Donc on n'était pas du tout mal reçu, on n'est pas insulté et plutôt félicité pour la démarche, sachant que ils se trompent les Russes, parce que moi, nombre de journalistes français, quand je vois les reportages qu'ils font de là-bas et qui se permettent de dire ce qu'ils disent, moi à mon avis, il serait bien aussi que la Russie ferme un petit peu les vannes envers ces journalistes. En tout cas, c'est mon avis. Pour ce qui est les mensonges, on est arrivé à un moment où vraiment, je sais pas, même la guerre froide n'a pas connu ces époques-là. Nous avons tout récemment Emmanuel Macron qui a dit que la Russie n'avait aucun programme social. Mais attendez, les primes à la naissance, les programmes qu'a la Russie sont des programmes extrêmement généreux aujourd'hui pour les populations qui ont besoin d'assistance. Et il ne s'agit pas là de faire, gloire à la Russie, c'est juste un constat. Quand je regarde ce que touchent les retraités, ce que touchent les personnes, les familles nombreuses, etc., il n'y a pas de programme comme ça aujourd'hui en France. Et il ose dire qu'il n'y a pas que c'est un pays arriéré. Vous voyez, la Russie est un pays arriéré. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut fermer les agences de voyage pour pas qu'un Français découvre la réalité. Donc c'est très logique tout ça. Pour ce qui est l'oppression, l'oppression elle est ici. J'attire votre attention sur le fait que par exemple ce mot qui dit russophobie, c'est peut-être le seul mot où la phobie joue son véritable rôle, c'est-à-dire c'est vraiment pour faire peur. Parce que quand on parle d'homophobie, la phobie est quelque chose. C'est pas une phobie que de dire
avoir tel ou tel regard sur les pratiques sexuelles de quelqu'un. C'est pas une phobie, c'est une opinion. Quand il s'agit de, je sais pas, d'islam, c'est pareil. Vous n'avez pas peur de devenir tout à coup islamiste radical. C'est pas une phobie, l'islamophobie, ce qu'on appelle. Mais la russophobie, c'est la véritable phobie, c'est-à-dire c'est créer une sorte de peur envers les Russes, envers tout ce qui est russe, et c'est à ça que participent aujourd'hui les médias classiques. Avec la toute dernière affaire, où on a un groupe d'humanitaires, dont Anna Novikova, qui le 27 octobre a été invitée sur le plateau de Mike Borowski, le grand plateau du soir, où elle a raconté qu'elle a créé une association qui s'appelle SOS Donbass. Qu'a-t-elle pas fait? Elle a osé parler des civils, des zones de guerre dans le Donbass et du fait qu'ils auraient besoin d'aide. C'est-à-dire, il y a des enfants là-bas qui auraient besoin de jouer. Il y a des animaux domestiques qui auraient besoin de nourriture. Et donc, cette femme qui a organisé quelques convois avec l'aide de la communauté russe qui se sent déjà assez oppressée, je vous assure que c'est pas simple aujourd'hui pour un Russe d'avoir un accent en allant à la banque, en étant aujourd'hui dans une... C'est pas simple, c'était même très très compliqué en 2022, à tel point que certains amis français me disaient, mais j'ai une maison à la campagne, si tu veux, je peux t'y accueillir pour te mettre à l'abri. Faut quand même comprendre que c'était très très tendu pour tous les Russes qu'ils aient eu un avis favorable ou défavorable sur cette guerre. Même ceux qui étaient contre Poutine, ils étaient logés à la même enseigne grâce à un nom en folk ou un accent russe trop prononcé. Donc cette humanitaire s'est retrouvée enfermée, elle a été arrêtée le 17 novembre en région parisienne. Les personnes habillées de tout en noir ont surgi dans son pavillon, en fait, avec des voitures sans plaque d'immatriculation. Donc elle a été arrêtée, placée en garde à vue de 96 heures, avec le président de l'association, qui est un homme, Vincent Peretti, qui lui est président de l'association, mais corse et de nationalité française uniquement. Elle est franco-russe. Donc 96 heures de garde à vue, ensuite prison, Fleury. Le 22 novembre, une audience pour statuer sur leur statut incarcéral, 6 mois de préventive. Une femme qui n'a pas pu voir sa famille depuis le 17 novembre. Du 17 novembre au 22 novembre, sa famille n'avait pas de moyens de communiquer avec elle d'aucune sorte. L'avocat qui était l'avocat de la famille s'est désisté, donc elle s'est retrouvée avec un commis d'office. Voilà la situation. Et donc cette femme, à la date encore d'avant-hier, elle n'avait pas de contact, sa famille n'avait toujours pas pu prendre contact avec elle. Donc Anna Novikova, femme de 40 ans, si vous lisez les articles qui sont sortis en masse dans la presse, la seule chose véritable qu'on a pu attacher à son action, c'est le collage d'affiches. La Russie n'est pas votre ennemi. Avis aux amateurs qui collent contre la guerre, c'est peut-être l'étape suivante. Mais voilà, c'est la seule chose. Cette femme s'est filmée, a collé les affiches. La Russie n'est pas votre ennemi, et elle est décrétée aujourd'hui comme espionne pour la Russie. Voilà. Le convoi qui a été composé, qui était prêt à partir de camions, qui était prêt à partir depuis Pau vers la Russie, a été arrêté. Sous prétexte qu'il avait autre chose que des jouets pour enfants et la nourriture pour chats et chiens, il a été complètement désossé. Ils n'ont rien trouvé, mais ce n'est pas dit. Voilà.
Aujourd'hui, donc, l'État français a décidé que les enfants de la zone de guerre de Donbass russophone n'ont pas le droit de recevoir des jouets. Voilà, c'est ça. Et les animaux, la nourriture. Donc voilà, c'est ça la situation là avec la Russie. Moi, je vous encourage à faire attention dans votre entourage, de parler de ça. La Russie n'a aucune agressivité envers la France, l'Europe, du tout. Elle a 9 fuseaux horaires à gérer. Quand Moscou se lève, Vladivostok se couche, ils ont déjà ça à gérer, je vous assure, c'est pas le territoire qui leur manque. C'est pas les ressources qui leur manquent. La seule chose qui leur donne envie, c'est de travailler avec nous. Parce qu'ils ne veulent pas être orientés que vers l'Asie. Ça, c'est clair. Leur civilisation est fondée sur un rapport à nous, Français, mais d'une façon très, très, très directe. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire à propos de la Russie. Bonjour, je m'appelle Marc Morisset. Bonjour. Je suis un élu de Bordeaux Métropole. Oui. Je suis aussi au conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles. Ah. Donc j'ai fait un petit détour ici. Je suis très content d'être là avec ce t-shirt, parce que ça a interpellé la personne qui est derrière moi et qui s'engage autant que moi, je pense, à ma manière, pour défendre la vérité sur ce qui se passe en ce moment en France et en Europe et en Russie. Et à Gaza, évidemment, puisque tout est lié avec, je pense, il faut le dire de façon très claire, le sionisme. Et le sionisme, j'ai déjà publié plusieurs fois sur X et ailleurs, que je suis pour une désionification du monde du sionisme. Et bien sûr, de désanification de l'Ukraine. Et ce t-shirt, je l'ai posé tout simplement en conseil. Ça fait 3 ans. Je n'ai pas été attaqué. Ah oui? Donc n'ayez pas peur, madame. Merci. Et deuxièmement, je tiens à répéter, en tant qu'élu, mais aussi en tant que citoyen, vous avez, vous, et encore le statut de citoyen, on en rediscutera. Mais que le statut aujourd'hui que vous avez, vous, l'être souverain que vous êtes, chacun d'entre vous, a la capacité d'interpeller les élus pour dire qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le mensonge, il faut qu'il s'arrête. Et vous avez la possibilité de le faire. Moi, je le fais en intervenant. Et je le fais aussi en fin de conseil. On a un pouvoir, nos conseillers municipaux, c'est de pouvoir poser des questions d'élus. Ça, c'est dans les règles. Alors, évidemment, j'ai été, on va dire, blackboulé un petit peu en ce moment, parce que mes questions dérangent. Sur le chemtrail, sur Evars, sur l'Ukraine. Un peu partout, effectivement, j'ai des barrières. Je suis en phase en ce moment de recherche d'un avocat qui s'impliquerait un petit peu, justement, pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire de demander à ce qu'on ne me refuse pas de poser ma question et d'avoir une réponse légitime en fin de conseil. Parce que là, maintenant, moi, je suis à la fin de mon mandat et j'estime effectivement que ça suffit. Ça fait 4 ans, 5 ans déjà que je me bats pour avoir mes questions qui se posent. Elles ne se posent pas toujours, parce qu'évidemment, ça dérange. Ça rentre dans le thème, ça ne fait pas partie de la compétence ou de Bordeaux Métropole ou de Saint-Médard-en-Jalles, mais je considère effectivement qu'il faut faire passer le message, quoi qu'il arrive. Et ça veut dire que je suis en train d'interpeller le président du tribunal administratif de Bordeaux et, à un autre niveau, le procureur de la République. Donc c'est le pénal. Pourquoi j'aborde ce thème? Et je pense que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, tous les élus que nous avons, qui sont en décision, en pouvoir de décision, ils ne font pas remontrer l'urgence qu'ils ont dans leur territoire et dans leur commune. Parce que quand on a les datas, parce que je fournis mes questions avec des sources, et qu'aujourd'hui, il y a l'hécatombe, donc le crime contre l'humanité en particulier, tout ce qui se passe, tous les autres aussi sur les effets sur les enfants, tout ce qui est sur tout ce qui se passe avec la mortalité un peu partout, ils ont l'obligation de faire remonter à une administration plus compétente du danger que leur population subit. Et ça, ils ne le font pas. Donc il y a une omerta aussi des élus
qui doit cesser. Donc je vous le dis, interpellez vos élus pour que les questions soient posées et qu'il y ait un véritable débat dans ces conseils municipaux, parce qu'en fait, on s'installe tout doucement, comme l'a dit tout à l'heure la première intervenante, vers une dérive qui est absolument scandaleuse, voire dictatoriale, voire totalitaire. Merci. Excusez-moi, c'est un peu tout le temps. Je suis bavard. Juste, monsieur Stocker, sur la censure, et puis je vous interpelle tous. Réellement, les médias indépendants, je ne vous jette pas la pierre, et au bout d'un moment, vous avez demandé qu'on protège les enfants. Quand je parle des vaccins, c'est bien pour protéger les enfants. Et moi, je suis un peu, je ne sais pas comment il faut dire, déçu. Il y a quelque chose dans le média, c'est rigolo ce truc-là, qui sont là un peu pour jouer dans le sensationnel. Et moi, ce que je fais, c'est pas du sensationnel, c'est du factuel. Au tout début, on m'a dit fais journaliste d'investigation. J'ai un peu taquiné Élise Lucet. Ma vidéo du 6 mars 2021 qui parlait des effets secondaires des vaccins du Covid, elle a fait 500 000 vues, elle a disparu. C'est pas pour me vanter, c'est la réalité. Quand j'ai été radié, j'ai appris ça par Midi Libre, c'est la journaliste de Midi Libre qui m'a appelé au téléphone, c'était en octobre 2024, donc vous voyez, ça fait 1 an. La radiation officielle, légale, c'était en janvier, mais dans les médias, déjà Midi Libre, ils m'ont radié à partir d'octobre 2024. Donc déjà, et moi je suis un peu... Mike Borowski m'a interviewé pour ma radiation, il m'a dit on ne parle pas des vaccins. J'ai dit quand même ça serait bien de pouvoir dire un mot. Donc à chaque fois que je disais vaccin pendant l'interview, c'était presque d'un mode gêné. Quand j'ai été interviewé au même moment l'an dernier par M. Berkoff, pour ne pas le citer, ça a été un quart d'heure d'interview sur ma radiation, et quand j'ai commencé à parler des vaccins, et nous en parlerons cet après-midi, de faire des dosages de troponine aux enfants qui font de la fièvre pour parler des myocardites, il m'a coupé la parole et il a mis fin à ça. Moi je suis choqué. Toxin m'a fait une belle interview à l'époque sur l'histoire des myocardites et des vaccins du Covid, mais on a tous une responsabilité, et franchement, moi, pour revenir à M. Berkoff, c'est un peu une interpellation publique, mais je l'ai régulièrement au téléphone, il me dit « ouais, je te rappelle la semaine prochaine pour faire un... » À un moment, il faut qu'on parle très 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 sérieusement des vaccins. Je pense que grâce à mes alertes, entre autres sur les vaccins du méningocoque, j'ai réussi à casser le délire de la vaccination chez les étudiants à Rennes, parce que l'an dernier, ils ont commencé à vacciner, ils ont vacciné en théorie 16 000 gamins, adolescents et adultes, jeunes adultes à Rennes. J'ai écrit à l'ARS à Rennes, j'ai écrit à l'académie, et ils ont arrêté. Mais là, ils reviennent à la charge, et en janvier, ils veulent vacciner de manière volontaire dans les collèges avec le vaccin du méningocoque. C'est gravissime, et je vous assure que ça soit vous, que ça soit Berkoff, que ça soit n'importe quel média demain, moi, si on me donne la parole, j'irai. Mais aujourd'hui, je suis là, j'ai encore interpellé une journaliste de France 3 Héros, l'autre jour, à Montpellier, et ils me connaissent, mais il n'y a rien qui se passe. Donc si on veut voir des adolescents à partir de janvier mourir ou aller en réanimation, et voir les CHU blindés de jeunes gamins de 10-15 ans avec des méningites graves, des amputations et j'en passais des meilleurs, il faut continuer à se taire et il faut continuer à ne pas me relayer. Mais vraiment l'histoire de la censure, monsieur Stocker, et je ne sais pas comment, ma question c'est comment on casse cette censure, comment on interpelle nos députés, nos sénateurs, et qu'on arrête de nous traiter de complotistes, et qu'on arrête de... Moi, ma radiation, parce que je vais vous parler des vaccins cet après-midi, mais ma radiation, pour moi, c'est quelque chose de politique. L'ordre des médecins, la seule chose qu'ils ont osé argumenter, c'est que j'ai soi-disant outrepassé ma liberté d'expression en utilisant les termes criminel et homicide. Ça, c'est ce qui est écrit dans ma radiation. Je veux dire, c'est quand même choquant de voir que l'ordre des médecins décide ce que c'est que la liberté d'expression et quel est son contenu. Et on a fait appel au Conseil d'État en janvier avec mon avocate. Ça a été retenu par le Conseil d'État. Ça fait 11 mois
que j'ai pas de décision du Conseil d'État. Alors vous avez un président qui finit en tôle avec la prévention ferme et 3 semaines après il sort. Aucun problème. Il y a un médecin en France, et je porte cette parole, et moi je suis même plus là pour les attaquer. 11 mois après, j'ai toujours pas de décision du Conseil d'État. Je trouve ça choquant, vraiment choquant. J'ai écrit à la sœur de la nouvelle présidente de la Chambre du Conseil d'État, qui est la directrice de l'ARS Rhône-Alpes. Donc c'est des sœurs jumelles, vous regarderez. J'ai plus le nom en tête qui me vient, mais au bout d'un moment, je ne sais plus à quelle porte aller taper. Même mes avocats au Conseil d'État me disent « Ah, monsieur Agrand, on a réécrit à la Chambre du Conseil d'État, on ne peut rien faire. » Donc on est dans un truc absolument grave, et la justice est à l'arrêt. En tout cas, mes dossiers, il n'y a rien qui avance. Voilà, merci. Je l'ai évoqué, c'était la différence qu'il y avait au début, en 2020, entre Radio Courtoisie, la bande FM, qui était contrôlée par l'ARCOM, c'était le CSA d'ailleurs à l'époque, et YouTube. Et quand je disais mes petits camarades qui ont cru l'Eldorado de la liberté d'expression avec YouTube, où ils pouvaient parler de loi mémorielle, de tous les sujets possibles et imaginables, ils se sont rendus compte qu'ils ont été tout de suite censurés. Et ça, c'était terrible, c'est-à-dire que j'ai pu, avec Olivier Tournafond, avec le professeur de Hevels, on a été quelques-uns, Didier Rochard sur Radio Courtoisie à pouvoir porter ce discours. On vous a tous invités. Je pense que vous, Denis, je me rappelle, on avait échangé sur Messenger, et ce jour-là, vous n'aviez pas pu venir, mais tous, j'ai voulu vous inviter, et je pouvais le faire. Là où, en même temps que j'invitais Alexandra Henrion-Caude dès l'été 2020, oui, mais j'invite Alexandra Henrion-Caude sur Radio Courtoisie, pas de problème. Elle fait sauter la chaîne YouTube de TVL et ensuite de Clémence Biakova qui, à l'époque, avant Toxin, dirigeait la matinale de Radio Courtoisie. Donc, ils se sont fait saboter. Qui était invité sur Planète 360, l'interview n'était pas terminée, que la chaîne n'existait plus. On avait atteint 250 ou 300 000 vues en quelques heures, et ils nous ont fait sauter tout de suite, c'était moi qui l'interviewais. Donc c'était le problème de YouTube et d'une censure. Alors la chance que nous avons aujourd'hui, Denis, c'est que depuis, il faut le dire, et pourtant il y aurait beaucoup à dire sur Elon Musk ou sur Donald Trump, mais c'est grâce à eux et à son élection que les choses se sont maintenant élargies. On peut enfin parler de vaccination. Moi, je me rappelle, je faisais toutes les semaines une émission sur GPTV avec Corinne Lalo, et on passait un quart d'heure, et c'était désolant à s'engueuler, parce que je lui disais, tu ne peux pas, il faut que tu emploies le terme, parce que l'algorithme vient un petit peu comme dans le téléfilm Le Prisonnier, espèce d'énorme boule blanche. S'il entend certains trucs, on va immédiatement se faire éliminer. Puis alors qu'en plus, vous aviez votre nom, donc Perron, Henrion-Caude, Agré ou autre. Bon alors là déjà de toute façon le simple fait de vous exprimer, on avait une chance sur deux de dégager, sans même que vous ayez quoi que ce soit à dire. Et donc ça c'est fini. C'est fini grâce à X, et X a modifié sur Facebook et sur YouTube. Donc maintenant, oui, alors ils veulent recommencer. Mais le problème, c'est que là, on est au maximum, je pense, de notre liberté. Et on le voit, que ce soit avec le DSA, que ce soit au niveau Union européenne ou au niveau avec les comparaisons immédiates, les labels de bons médias, on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui de Macron et autres de remettre à nouveau une chape de plomb sur l'information. Donc profitons-en et n'hésitez pas, envoyez-moi une proposition d'émission et je vous inviterai avec plaisir. 20 secondes, juste pour vous demander si vous étiez prêt à essayer, vous engager à essayer de faire une conversation constituante avec Toxin ou Nexus. Nexus, c'est sûr, ils vous disent oui. Après, pour les autres, ça peut être plus compliqué, mais si vous pouvez leur demander, Canard réfractaire, pour avoir un média de gauche, pour faire une conversation constituante ensemble sur comment vous verriez un système médiatique en démocratie, comment les organiser pour que le peuple soit souverain, et en discuter entre vous, parce que vous n'allez probablement pas être d'accord entre vous, mais donner le spectacle de cette conversation de ce que pourraient être des médias en apportant des opinions différentes, et de donner ça à toutes vos auditoires respectifs. Ce serait vraiment le début de On pousse la porte de la prison. Est-ce que vous êtes prêts à essayer? Alors, je vais répondre sans filtre. On fait des fêtes,
On a fait des fêtes pour les 300 000, pour les 200 000 abonnés. Là, on va faire une fête pour les 400 000. Et donc, à chaque fois, on a voulu associer l'ensemble des médias, rien que le fait d'avoir notre nom sur une affiche ensemble. Bon, ben certains, voilà, l'ont fait. Donc, en effet, le média en 442, Nexus, on travaille avec eux. On travaille très très bien avec Nexus. Radio Courtoisie, ça devient déjà ça devient plus compliqué. Touch Média, Tocsin, on n'a jamais réussi. Tocsin ayant la pub de Tocsin à la rentrée de septembre, c'est nous sommes le média. Bon, voilà, c'est le média. Je voudrais pas être désobligeant, mais ils sont peu nombreux. Mais oui, Nexus, absolument. En plus, le fait qu'il y ait comme Nexus une revue et que je les connais bien et Kéros, voilà, avec vous, oui, et je trouve que c'est une très bonne idée que ces médias constituants, et je vais le proposer, le soumettre à la direction de GPTV. Vous savez, Pardon. Vivre sainement. Oui. La vision de celui qui a créé Géopolitique Profonde, Franck Pendiam, il considère pas du tout les autres médias comme concurrents. Du tout. C'est-à-dire à chaque fois, il a offert les plateformes, c'est lui qui paye quand il dit vous mettez votre logo et moi je paye, vous pouvez faire ce que vous voulez lors de ces événements, etc. Et les gens lui disent non, et 6 mois après, il relance, il recommence, il repose la même question. Voilà, et jamais il n'abandonne parce qu'il considère que ça va être un facteur démultiplicateur. Ça ne sera pas quelque chose qui va, voyez par exemple, Idriss, il vient de temps en temps chez nous, mais il considère qu'on est quand même un peu concurrent. Mais on n'est pas concurrent, parce que c'est additionnel et démultiplicateur. Voilà.